Dans ce cas-là, on va commencer. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à ce nouvel événement du Cercle franco-britannique consacré à l'analyse de l'un des rendez-vous internationaux les plus importants de cette rentrée, la 26e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue, comme chacun le sait, à Glasgow, en Écosse, au début du mois. Alors, en vérité, il est impossible de ne pas avoir entendu parler de cet événement majeur sur toutes les ondes, les chaînes de télévision, dans les journaux. L'importance du changement climatique est abondamment soulignée, ces enjeux sont discutés et bien entendu l'importance des négociations climat sont régulièrement évoquées. Par contre, il est souvent très difficile de faire le tri des nouvelles très techniques pour se former un avis sur les résultats de ces grands-messes climatiques. Et ce qui est encore plus difficile, me semble-t-il, c'est de distinguer si cet événement majeur, je le disais, a été un succès pour la diplomatie britannique qu'il a organisé sous la houlette de Alok Sharma, le négociateur britannique. En vérité, au Royaume-Uni, depuis le Brexit, tout devient extrêmement compliqué. Je voudrais donc essayer là aussi de prendre du recul avec nos deux intervenants de ce soir pour savoir si la COP26 a été un succès pour Boris Johnson et si le Premier ministre britannique peut capitaliser sur celui-ci pour démontrer les bienfaits d'une indépendance retrouvée. Pour évoquer ces deux grands sujets, comme vous le savez, nous sommes très heureux ce soir d'accueillir deux journalistes éminents aux Échos, l'un des meilleurs titres de France, sinon le meilleur, Monsieur Joël Cossardo, qui est un grand spécialiste des sujets environnementaux et climatiques et qui, en plus, a le grand mérite de savoir les rendre tout à fait intelligibles et attractifs. Et d'un autre côté, nous avons l'honneur de recevoir également Ingrid Feuerstein, qui est la correspondante de ce même titre au Royaume-Uni depuis quelques mois. Alors, ce que je vous propose, c'est de scinder la conférence en deux grandes parties. D'abord, de laisser Joël Cossardo nous livrer, sous la forme d'un dialogue, son bilan à la fois général et spécifique de la COP 26 pendant une vingtaine ou une petite trentaine de minutes, et ensuite de laisser parler Ingrid Feuerstein à la fois de la façon dont cet événement a été un succès pour la diplomatie britannique, de revenir aussi sur les ambitions environnementales et climatiques du Royaume-Uni, avant d'élargir un petit peu plus la focale sur la politique étrangère du Royaume-Uni dans le contexte du Brexit. On va essayer de distinguer si vraiment l'indépendance de l'Union européenne permet au Royaume-Uni d'être un État plus puissant dans le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce soir. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à Joël pour évoquer cette COP d'un point de vue général. On a entendu beaucoup d'analyses et beaucoup de nouvelles à la fois très techniques et très précises sur cet événement, mais ça a souvent eu lieu dans un contexte assez angoissant dans les médias et même dans les discussions que les uns et les autres peuvent avoir. Alors, une façon peut-être simple de savoir si cet événement a été un succès, c'est de le comparer aux autres COP, celle de Paris, bien sûr, celle de Copenhague ou encore celle de Madrid. À cette aune-là, Joël, est-ce que vous diriez que la COP 26 a été un succès? Si on se réfère effectivement à ce qu'a donné Madrid, qui n'a abouti sur rien, où toutes les questions sont restées en suspens, et notamment celles qui concernent la prise en compte des pertes et dommages, qui est un vieux débat au sein des COP entre les pays qui forment la Convention nationale sur le climat, qui négocie donc tous les ans dans le cadre de ces COP. À Madrid, il ne s'est rien passé, faut être clair. C'était même pas une COP de transition. En ce qui concerne Paris, là, pour le coup, effectivement, ça a été une date historique dans l'histoire de la COP, puisque c'est la première fois qu'on affichait un objectif de réchauffement, une fourchette en tout cas, dans le meilleur des cas, s'en tenir à un réchauffement de 1,5 degré, dans le pire, 2 degrés. Bon, pour le coup, il y avait quand même des instruments à mettre en œuvre qui auraient dû l'être sous la COP de Madrid, qui ne l'ont pas été. Il y a eu 2 ans de battement, entre guillemets, dû au Covid. Et donc, il y a des points positifs concernant notamment l'inscription, alors c'est vraiment nouveau, l'inscription du charbon comme un fossile
dont la décroissance doit être amorcée. Alors, le terme est assez alambiqué dans le texte de la COP, puisqu'il s'agit d'amorcer une décroissance, mais à pas compter, alors qu'initialement, les Britanniques auraient voulu une inscription plus dure, à savoir signer la fin progressive, mais néanmoins avérée du charbon. Donc ça, c'est un point très positif. Il y a aussi un point qui concerne certains pays émergents qui se sont montrés ambitieux alors qu'on ne les attendait pas. Je pense notamment à l'Inde, qui a affiché une contribution volontaire, c'est le terme qui convient pour ces engagements des États, qui sont ensuite consignés sur le bureau des Nations Unies. Ils ont quand même les Indiens, qui sont quand même un pays qui a un problème de croissance lié au charbon. Les Indiens se sont montrés ambitieux. Ils ont annoncé une neutralité carbone en 2070, neutralité bien éloignée par rapport à ce que les Occidentaux, Européens et Américains affichent. Mais bon, dans la mesure où le niveau de développement de l'Inde n'est pas celui des pays développés, dans la mesure où, en plus où les pays développés ont un lourd passif sur cette question, on peut saluer le geste indien, qui a été relativisé ensuite en fin de COP, on y reviendra sans doute. Et puis c'est une COP positive sous d'autres égards, notamment on a vu des alliances se nouer, des alliances entre pays, des engagements fermes de soutien, notamment en ce qui concerne l'Afrique du Sud, qui est un pays dépendant à 80% du charbon pour sa production électrique. L'Afrique du Sud va bénéficier d'un financement conjoint pour amorcer sa transition énergétique d'un montant de 8,7 milliards de dollars. Et ça, c'est très encourageant, surtout que ça pourrait servir de modèle dans d'autres pays émergents, on pense à l'Indonésie notamment, qui vont se trouver confrontés à des choix difficiles, puisqu'ils sont tenus de développer le pays et en même temps de réduire leurs émissions. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, il y a une main tendue des pays occidentaux vers des pays riches, en tout cas vers les pays émergents. Pour les points positifs, je retiendrai ça. Il y a aussi un sujet intéressant, mais il ne vient pas forcément que des États, ce sont les entreprises, les constructeurs automobiles qui se sont coalisés, entre guillemets. Alors, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas les grands constructeurs, encore qui est General Motors, je crois, dans la bande, et il y a aussi Mercedes, le groupe Mercedes, qui se sont engagés donc à sortir des véhicules thermiques à une échéance assez rapprochée. Je crois que c'est 2035, mais je n'ai plus la date en tête parce qu'on voit tellement de dates. Le problème de ces COP, c'est qu'il y a toujours des dates, des engagements, des chiffres, et on s'y perd un peu, on s'y noie facilement. Mais toujours est-il que le principe est acté par certains constructeurs et pays qui ne sont pas les plus importants, très loin s'en faut, de sortir de la motorisation thermique des véhicules. Alors ça, c'est les points que je qualifierais de positifs. Il y a des points nettement plus négatifs, en tout cas aussi nombreux. C'est d'abord, on attendait de cette COP que des annonces de rehaussement d'engagement, d'ambition plus importantes. On ne les a pas eues, il faut bien le dire. À part l'Inde, la Chine s'est contentée, s'est bornée de réitérer les engagements qu'elle avait pris avec un pic des émissions en 2030, ou je ne sais plus. Enfin, il y a une date pour le pic des émissions, on le connaissait déjà. Ne s'engage pas sur une réduction, il n'est pas question de ça pour l'instant. L'attitude de l'Inde en fin de COP, j'avais prévu d'y revenir, qui a consisté à amoindrir une partie du texte sur la sortie du charbon pour n'en faire plus qu'une décroissance progressive. Ça a été une douche froide pour la présidence britannique, notamment le président de la COP, qui s'attendait à quelque chose de plus musclé, ça n'a pas été le cas. Puis en plus, il y a aussi des absences de chefs d'État assez remarquées. Donc Xi Jinping n'est pas venu. Le Brésil, Bolsonaro n'est pas venu, en dépit du fait que le Brésil a pris un engagement, mais en fait un faux engagement, puisqu'il est aussi ambitieux que le précédent, c'est-à-dire nul sur la forêt, sur la déforestation, il n'a rien annoncé. La Russie, Boris Vladimir Poutine, pardon, n'est pas venu. Donc, ce sont des gens qui sont quand même très émetteurs et qui n'ont pas pris à la hauteur des enjeux les déclarations qu'on attendait d'eux.
pour revenir sur l'aspect positif, il y a eu quand même quelque chose d'important, c'est l'alliance Chine-États-Unis. Bon, c'est très symbolique, mais on ne les attendait pas. Ça a été un peu la surprise de la COP, sachant que les États-Unis et la Chine s'écharpent sur beaucoup de questions, notamment commerciales, sur le commerce international. Pour le coup, les États-Unis se sont montrés un peu pacifiques sur la question climatique. Il y a une déception importante. Là, pour le coup, c'est les pays vulnérables, dits vulnérables, donc les petits États situés sur les îles du Pacifique, essentiellement, qui ont beaucoup milité pour qu'on prenne enfin en compte la question des réparations dues aux dégâts causés par le réchauffement climatique, submersion et autres. Et là, on n'a pas vu le moindre mouvement sur cette question, alors que depuis la COP de Varsovie, qui remonte à quelques années, c'est celle qui a précédé, ou 2 ans avant, la COP de Paris, donc c'était en 2013 ou 2014, si je ne m'abuse. Il était prévu que cette question soit réglée. Elle était posée à Varsovie, elle devait être réglée, et on est toujours au même point de non-action, d'inaction, d'inertie. Donc c'est un peu décevant. Bon, voilà, pour l'essentiel. Alors, il y a aussi, peut-être on peut le dire rapidement, mais je crois que, Olivier, tu as prévu de poser une question là-dessus. C'est sur la part faite comment dire, aux dépenses d'adaptation des pays en développement, comment s'adapter au réchauffement climatique et pas seulement réparer les dégâts. Et là, donc, on est toujours sur un retard sur les 100 fameux milliards promis à la COP de Copenhague en 2009. On est toujours très en dessous de la toise prévue. On est à 80 et quelques milliards, alors qu'on devait y arriver à ces 80 milliards en 2020. Donc, ça fait quand même 1 an de retard. Et on y arrivera finalement qu'en 2025, si tout va bien. Nouvelle promesse des pays développés vers les pays en développement. Les 100 milliards, vous les aurez, mais en 2025. Donc, c'est un peu long pour agir. Je trouve que le temps d'action est un peu long. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les engagements des États pollueurs? Tu as évoqué l'alliance entre les États-Unis et la Chine, les émergents. Est-ce que tu as dit que ces engagements n'étaient pas suffisants, mais est-ce que même ces engagements sont crédibles ou pas? Est-ce qu'on va être en mesure de Alors, les atteindre? ouais, pour les États-Unis, il y a effectivement une grande ambition, hein. Il y a cet objectif de diviser par 2 les émissions d'ici 2030. C'est quand même dans moins de 10 ans, c'est énorme. Pour un pays comme les États-Unis, qui carbure aux fossiles, qui a quand même une économie charbonnière non négligeable, même si elle décline. Donc pour les États-Unis, c'est très, très ambitieux. Et il y a un plan, donc le fameux plan Biden, pour soutenir l'effort, une sorte d'effort de guerre contre le réchauffement, hein, de 150 milliards qui doit passer par les fourches caudines du Parlement. Et là-dessus, c'est quand même assez compliqué. Bon, je crois que c'est à peu près acté, mais il y a toujours un coup de Trafalgar à redouter, parce que bon, même quand les Américains avaient signé l'accord de Paris en 2015, ils ne l'avaient pas ratifié parce que le Parlement américain ne pouvait pas, était hostile à Obama, et Obama avait trouvé un biais pour faire passer quand même les objectifs, mais ça avait été assez édulcoré. Donc pour les Américains, c'est très ambitieux, mais crédible, ça reste à voir dans le temps. Pour les Chinois, bon, c'est peut-être crédible. Ça, bon, ils ont quand même un 15e plan en préparation dans lequel ils vont mettre tout ça en musique. Et puis, on peut compter sur l'efficacité de leur système, entre guillemets, en termes de prise de contrôle des décisions, des engagements, des investissements. Ça reste à voir, quoi. Donc, je ne m'avancerai pas plus parce que c'est quand même très, très compliqué. Il y a peut-être des pays aussi qui ne font pas grand-chose, compromis, mais qui vont pas, dont on n'attend pas grand-chose. Je pense à l'Australie qui a été très poussée pour agir, hein, par les pays développés. Au sein du G20, il y a eu une réunion préalable qui était consacrée, du G20 consacrée comment dire, à la lutte contre le réchauffement. Et donc, les Australiens ont été sommés d'agir, ils ont déposé des objectifs. Maintenant, on doute un peu de leur crédibilité de ces objectifs. Voilà. Sur la Chine, on a aussi observé pendant la COP qu'il
il y avait un double signal qui était envoyé, puisque d'un côté, il y avait des engagements à peu près ambitieux, et de l'autre, il y avait une volonté de réouvrir d'autres centrales à Ah bah ils charbon. le font, ça oui. Bah, Ouais. c'est le dilemme chinois, hein, ils ont quand même une croissance à soutenir. Euh, c'est l'usine du monde aussi. Les Chinois travaillent pour les Occidentaux. Nous, nos émissions sont effectivement en baisse ou stables, mais on ne parle que des émissions directes, on ne parle pas des fuites de carbone liées aux délocalisations d'entreprises installées en Chine. Pour être précis, il faudrait parler de l'empreinte carbone, c'est-à-dire les biens apportés, tout ce qu'ils ont nécessité comme émissions. Et là, si on le mettait au compte direct des pays importateurs, on aurait quelques surprises. Mhm. Donc la Chine peut tenir ses ambitions, mais j'en dirai pas plus sur ce sujet-là. C'est très compliqué. Et est-ce que les pays africains ont pris des engagements importants? Ou est-ce que... Non, les pays africains n'en ont pas particulièrement pris, à part, je pense que l'Afrique du Sud, avec cet accord assez ambitieux, montre des signes de vouloir réduire sa contribution au réchauffement. Bon, c'est le pays le plus industrialisé, le plus développé d'Afrique. Les autres pays comptent très peu dans le bilan carbone de la planète, hein, c'est Ouais, manifeste. oui, bien Donc, sûr. ils ont tendance à considérer que des efforts, ils n'en ont pas à fournir. C'est vrai que moi, je suis allé à Madagascar il y a un mois et demi. J'avais discuté avec la ministre de l'Environnement de Madagascar qui m'expliquait que quand ils viendraient en Écosse, à Glasgow, ils n'avaient pas l'intention d'annoncer des engagements dans la mesure où les pays développés, qui sont les plus responsables de ce qui se passe, ne font aucun effort ou n'ont pas atteint l'enveloppe promise, sachant que ces pays-là n'émettent pratiquement rien. Donc, que ferait-il c'est pas le 2 ou 3% d'émissions supplémentaires sur une masse réduite, sur une base très, très faible, qui va décider du sort climatique de la planète. La balle est plutôt dans le camp des pays développés. Et donc, on n'a pas noté de manifestations très fortes pour réduire les émissions du côté des pays africains qui franchement, n'ont pas à le faire. Je crois que l'Afrique, c'est quelques pourcents des émissions mondiales. C'est dérisoire, quoi. C'est leur couper toute voie vers le développement. Bien sûr. Non, non, j'essaie simplement de compléter le panorama, mais je voudrais aussi t'interroger sur l'Union européenne, parce qu'on a souvent en tête que l'Union européenne est vraiment un bloc de pays extrêmement ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique, compte tenu de son niveau de développement, de sa culture politique, et aussi des attentes de ses sociétés. On sait qu'il y a des grandes politiques qui ont été actées, notamment le Green Deal, le pacte vert à la fin de l'année 2019. Ouais. Et est-ce que là, à Glasgow, l'Union européenne a été ambitieuse et est-ce que par ailleurs ces engagements te paraissent crédibles? Les engagements, alors l'Europe a été un peu absente, hein, voire en dehors des radars. On peut le déplorer. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'Europe a fait le job avant les autres. Donc, à part répéter ce qu'elle demande aux autres de faire, c'était difficile d'apparaître en première ligne dans cette affaire. Donc, l'Europe est apparue en plus divisée. Par exemple, on a vu des coalitions où figuraient les Allemands contre les Français sur la question du nucléaire notamment. Puisque, comme d'habitude, à chaque COP, les lobbies des diverses sources énergétiques pourvoyeurs de combustibles ou d'énergie à base de ces combustibles ont l'habitude de faire du lobbying. Donc, ça n'a pas manqué à Glasgow. Et sur le nucléaire, il y a eu une forte poussée des lobbies pour défendre le nucléaire qui est propre, entre guillemets. Ça reste relatif, puisque quand on parle de la France, effectivement, on aimait peu grâce au nucléaire, mais on aimait peu pour produire de l'électricité. Pour se déplacer, pour se chauffer, on aimait autant que les autres pays. C'est peut-être moins sur le chauffage, puisque l'électricité alimente le chauffage de beaucoup de logements, mais sur la combustion des véhicules thermiques, on n'est pas meilleur que les autres. Donc les Allemands, eux, ils ont joué la carte antinucléaire contre le nucléaire que veulent jouer les Français. Donc on a senti quand même au sein de l'Europe du tirage, quoi, entre les États. Et puis surtout, l'Europe n'a pas parlé d'une voix parce que la présidence allemande, en tout cas
la coalition n'a toujours pas formé un gouvernement, donc on est encore dans une présence en clair-obscur de l'Allemagne pour cette conférence en tout cas. Mhm. Et la France n'a pas brillé particulièrement sur certains sujets non plus. Alors justement, la France, parlons-en, ces engagements passés, ils n'avaient pas été respectés, si j'ai bonne mémoire. Et est-ce que là, on a pris des engagements ambitieux ou plutôt moyens? Est-ce qu'on... Ben, les engagements sont les mêmes que... bon, les engagements, il n'y a pas eu vraiment d'engagement ambitieux. Il y a eu un petit pataquès lié à la coalition contre les subventions au charbon, au projet de développement de centrales thermiques au charbon notamment, parce que un groupe d'États emmené par le Danemark avec le Costa Rica et d'autres ont décidé de former une coalition avec une fin programmée en 2022, fin 2022, donc c'est à la fin de l'an prochain, des aides et des subventions pour le charbon. Alors la France n'a pas signé, ça s'est remarqué, ça s'est vu, ça a fait un peu tâche dans le décor. Et en cours de COP, la ministre Barbara Pompili a rattrapé l'affaire en ralliant cette coalition. Il faut savoir quand même que la France est assez ambitieuse dans ce domaine. C'est un des premiers pays, sinon le premier en Europe en tout cas, à avoir décidé de suspendre, de cesser toute aide au projet de centrales thermiques, à la fermeture des centrales thermiques. Enfin bon, on est quand même, on n'a pas trop de leçons à recevoir là-dessus. Et donc, il restait un point un peu obscur, c'était les aides à l'export, les subventions, les garanties de l'État sur les investissements des opérateurs de centrales thermiques à l'étranger. Donc, ça a été éclairci et on a retrouvé, on a retrouvé le groupe des pays un peu leaders sur cette question. En Europe, Mhm. j'entends. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur la politique énergétique en France? On a vu qu'il y avait, il y avait une multiplicité d'annonces parfois contradictoires, notamment sur la question du nucléaire. Est-ce que maintenant les choses sont claires? On va redévelopper du nucléaire, on va essayer de développer les énergies renouvelables. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour faire face aux besoins à l'avenir? Ben, en fait, il y a un chantier qui va être celui du prochain quinquennat, auquel l'actuel président a mis quelques préparatifs, puisqu'il y a les scénarios de RTE qui viennent d'être publiés il y a une semaine et quelques, avec donc différents scénarios, du 100% renouvelable au nucléaire majoritaire ou à 50%, si j'ai bonne mémoire. Et donc, la France est en train d'ajuster, mais ça va venir dans le débat de la campagne présidentielle, puisqu'il y a ces fameux petits mini-centrales que le gouvernement voudrait relancer, mais c'est dans le débat, mais dans un débat un peu lointain. Et il faut savoir que le nucléaire, quand bien même on déciderait de le relancer maintenant, ça prendrait un certain temps pour faire tourner les centrales. D'abord, ça coûterait assez cher, mais ça, bon, on peut le mettre de côté, mais c'est surtout le facteur temps qui est important. On mettrait plus de temps que n'en mettrait le réchauffement à s'amplifier. Donc le gain, il n'est pas évident grâce au nucléaire, en tout cas pas immédiatement. Il faut savoir que maintenant, il s'agit d'atteindre une réduction significative des émissions de CO2 dans les prochaines années, auquel cas, si on n'y parvient pas, on passe la barre des 1,5 degrés en 2030. Donc la France, qui n'est pas une puissance, entre guillemets, très émettrice en termes de CO2, sur ce front-là, elle pourrait agir avec le nucléaire, mais le problème, c'est que le nucléaire, ça met du temps à se planifier, à se mettre en œuvre. Donc les renouvelables, pourquoi pas, c'est plus immédiatement applicable, mais il y a un problème d'acceptabilité. On le voit avec les éoliennes, on le voit très bien avec les éoliennes. On a plusieurs milliers d'éoliennes implantées sur le territoire. Il faut en implanter le double d'ici quelques années, et ça passe de moins en moins bien. Donc ça va être compliqué pour la France, comme pour les autres pays. Hein. Mhm.
Et pour revenir à la COP, la question des financements, les fameux 100 milliards, donc, comme tu le rappelais, c'est un objectif qui n'a pas encore été atteint. Est-ce que ça pose pas donc, à la fois un grand problème moral dans la mesure où on donne le sentiment qu'on se fiche complètement des pays les plus pauvres. En plus, aujourd'hui, on a déployé énormément de moyens pour réagir à la crise du Covid, donc on aurait pu se dire, ben, on peut avoir aussi de nouveaux moyens pour aider ces pays-là. Et il y a aussi une autre question là-dessus, c'est dans quelle mesure est-ce que le manque d'ambition des pays développés sur cet enjeu des financements nuit à la qualité des résultats des COP, d'après toi? C'est embêtant parce que quand il faut prendre des décisions, c'est pour ça qu'il y a très peu de décisions se prennent visiblement dans ces COP, c'est qu'il faut l'unanimité des pays, le consensus. Donc, à partir du moment où les pays pauvres, les pays en développement, pas seulement les pays vulnérables, qui peuvent être, et qui sont souvent d'ailleurs des pays en développement, à partir du moment où il ne fait aucun effort pour eux, ils freinent pour l'adoption d'autres dispositions. Donc, ça bloque un peu le processus des COP. C'est surtout ça le souci. Et puis, bon, l'aspect moral, effectivement, c'est très regrettable, mais ça empêche une visibilité sur la question climatique, je trouve, parce que les pays riches ne se rendent pas compte de ce qui les attend. Tant qu'ils peuvent, s'ils se mettent pas vraiment à la place des pays en développement, en les aidant à s'adapter, notamment les pays riches ont les moyens de s'adapter. Le pays le plus adapté au réchauffement climatique, c'est la Hollande, avec ses digues, ses barrages. Là, pour le coup, on n'est pas bien quoi, sur ces questions-là. Et on n'arrivera pas à faire avancer des pays en développement qui attendent des pays riches, qui ont l'expertise, qui ont les technologies, une certaine solidarité qu'on ne voit pas venir. C'est vrai que c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Mhm. Et si on revient sur le format des COP, est-ce que, d'après toi, alors tu rappelais qu'il y a cette obligation de consensus, est-ce que pour toi, ça reste un format approprié, les COP? Parce que justement, qui dit consensus dit ben, plus petit dénominateur commun, ce qui en fait Ouais, ouais, n'est pas le bon terme mathématique, mais il ne faut pas attendre des COP des lendemains qui chantent, quoi. Faut pas attendre de promesses de ces COP. Elles ont le mérite d'exister, sinon il faudrait les inventer, je pense. S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Parce que l'enjeu est planétaire, donc il faut au moins trouver le moyen de réunir tous les pays de la planète et leurs représentants politiques pour les mettre devant la situation, pour qu'ils il n'y en a pas d'autres. Hein, comment faire autrement? Donc, ça attire beaucoup de gens, beaucoup de monde de beaucoup d'endroits. Et ça éveille l'opinion. Je veux dire, maintenant, j'ai l'impression que, voire même les gouvernés sont plus réceptifs aux problématiques climatiques que ne le sont certains gouvernements. Dans des pays comme l'Australie, il y a des mouvements assez forts pour mettre fin au charbon, alors qu'il y a des interactions, même des... Et donc, la base, entre guillemets, la base de la population est sensibilisée à ces COP. Alors, on regrette souvent qu'il ne s'y passe rien, ou c'est ce qu'on dit en tout cas, c'est pas vraiment le cas, ne serait-ce que parce que justement l'opinion internationale est maintenant euh, en attente et en exigence presque. On voit des mouvements comme Extinction Rébellion et des mouvements internationaux qui se mobilisent. Et on ne peut pas dire que ça n'ait aucun effet sur les mm. COP. Non, bien sûr, oui. Ça a le grand mérite d'être un rendez-vous régulier au cours desquels on Il n'y en pose a des... pas d'autres. Et, À part les rapports du GIEC, mais les rapports du GIEC, ça se passe, c'est une conférence de presse et la publication d'un document. Là, c'est quand même pendant 15 jours. Euh, Chaque pays, il n'y a pas que les pays, les entreprises, les ONG, les régions, les collectivités autonomes, tout ce qu'on veut, viennent sur le sujet, quoi. hmm. Et alors, on entend aussi des critiques sur les COP, comme par exemple le fait que c'est des endroits où on fait aussi du business, où on fait du greenwashing. Et puis, il y a une autre critique qui consiste à dire, mais au fond, c'est un endroit où les négociateurs de beaucoup de pays ont intérêt
à faire durer les négociations parce qu'ils y ont des incitations personnelles. Il y a leur statut, il y a leur paye, il y a leur, etc. Qu'est-ce que tu penses de Moi, je ne sais pas. là? Euh, Là, sur le dernier point que tu évoques, bah, c'est un peu un procès injuste parce que des gens qui sont des experts comme ceux-là, s'ils n'avaient plus d'utilité au COP, ils en auraient une ailleurs, quoi. Je veux dire, c'est pas très recevable comme argument par certains qui l'utilisent. Je ne pense pas. Je pense pas. Et tu ne crois pas qu'on a un problème de communication sur les enjeux climatiques, qu'on est systématiquement négatif et que ça, c'est susceptible de créer aussi un backlash des sociétés, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire par négatif? Tu veux dire que chaque fois qu'on en parle, le résultat est toujours… ben, on a une communication très, très angoissée sur les enjeux climatiques, je trouve, et je me demande dans quelle mesure ça aide à faire advenir des engagements qui ne sont pas systématiquement déçus, quoi. Moi, je pense qu'il faut voir les choses en face, tout simplement. C'est un vrai problème qui touche les générations à venir. Faut y penser, quoi. C'est pas. Mais en voyant les choses en face, on peut trouver des solutions. Par contre, si on décide par exemple, moi, il y a un débat là qui secoue un peu la société, c'est sur la natalité. Il y a beaucoup de jeunes générations. Dans les jeunes générations, beaucoup de gens ne veulent plus faire d'enfants parce que l'avenir qui leur est promis est condamné par le réchauffement, une planète invivable et tout. Mais moi, je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Il faut au contraire, enfin, je ne dis pas qu'il faut procréer de façon importante, mais c'est une question d'éducation. Les jeunes générations aux questions climatiques, il faut apprendre à voir les choses en face. Et ça commence maintenant. Ça commence seulement. Et si on est capable d'envisager la situation et de bien la comprendre, on va trouver les solutions. Et les jeunes qui vont nous succéder, les générations qui vont nous succéder, seront armés et sauront. Je veux dire, comment dire, on a fait face à d'autres enjeux comme celui-là, peut-être pas aussi planétaires, mais quand même important. Il y a des épidémies, on voit venir la pandémie, enfin, il y a eu beaucoup de fléaux qui se sont abattus sur la Terre, et c'est l'apprentissage qui fait qu'on les surmonte, c'est pas en niant leur caractère anxiogène. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un caractère anxiogène. Moi, en tant que journaliste, ça fait 10 ans que je suis sur cette rubrique, il y a des moments où j'aimerais bien parler d'autre chose, parce que ça plombe un peu le moral, quoi. Mais bon, il ne faut pas en rester à cette première… il faut toujours essayer de voir autrement les choses. Il n'y a pas de raison de sombrer dans le pessimisme. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, Joël, Ouais. pour ce premier cadrage. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions qui vont venir ensuite. Je vais passer la parole à Ingrid Feuerstein et commencer par lui demander si cette COP, dont le bilan est ambigu, ainsi que l'a rappelé Joël, peut être considérée comme un succès pour la diplomatie britannique. On sait que ça a été le plus grand événement international organisé au Royaume-Uni récemment. Boris Johnson semblait mettre son poids dans la balance pour que ce soit un succès. Alors, est-ce que d'après vous, c'est vraiment le cas? Est-ce que l'équipe britannique a été habile? Et comment est-ce que l'événement a été reçu dans l'opinion publique au Royaume-Uni? Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de nous accueillir au sein de votre cercle franco-britannique. Alors effectivement, comme ça a déjà été dit depuis le début de cette conférence, comme cette COP n'est pas un succès, on va dire que le bilan est assez contrasté, c'est compliqué pour Boris Johnson d'en faire un grand succès à la fois en termes sur le plan diplomatique ou même sur le plan intérieur auprès de son électorat. Il faut quand même voir que les ambitions qui étaient fixées pour cette COP, elles étaient très, très élevées, à la fois sur le plan climatique,
En septembre aux Nations Unies, Boris Johnson avait dit qu'il voulait faire de cette COP un tournant pour l'humanité. Donc, c'est sa rhétorique habituelle, extrêmement optimiste, qui peut aussi se retourner contre lui quand derrière on fait le bilan et on regarde si les promesses ont été tenues. Mais effectivement, après avoir entendu Joël, c'est un petit peu compliqué de dire que ce sera un tournant pour l'humanité. Et surtout, les Britanniques avaient beaucoup mis l'accent dans leur discours sur le fait de pouvoir maintenir l'objectif de hausse de température à 1,5 degré. Et ça, même s'il y a eu un certain nombre d'accords qui ont pu être obtenus dans cette COP, la somme de ces accords ne permet pas de tenir cet objectif des 1,5 degrés. Ensuite, sur le plan, donc ça c'était pour les aspects plutôt climatiques. Ensuite, en termes de politique étrangère, parce que c'était quand même un enjeu important de cette COP. Voilà, pour Boris Johnson, c'était un moyen de donner corps à ce qu'il appelle la Global Britain, donc ce nouveau Royaume-Uni qui a émergé après le Brexit. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard en détail, mais l'idée derrière ça, c'est que en prenant son indépendance de l'Union européenne, en retrouvant sa souveraineté, le Royaume-Uni pourrait regagner en leadership sur la scène mondiale. Alors là aussi, l'objectif est partiellement atteint. Notamment, Joël l'a mentionné aussi, mais l'absence du leader chinois ou russe, enfin de Vladimir Poutine et de Xi Jinping a quand même beaucoup pesé en termes diplomatiques, même si les Russes avaient envoyé une équipe de négociateurs, les Britanniques ont beaucoup insisté sur le sujet. C'était compliqué après ça pour Boris Johnson d'en faire vraiment un succès diplomatique. Alors, dans la façon dont ça a été perçu au Royaume-Uni, je crois que le récit qui en a été fait en France est à peu près le même, c'est à peu près le même au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'idée d'un verre à moitié plein et d'un verre à moitié vide. Voilà, le Times, par exemple, avait titré dans son analyse la COP a-t-elle été un flop? Donc, ça peut ne pas être perçu comme positivement, c'est-à-dire qu'a priori, on a l'impression que c'était un flop. Mais quand même, dans cette analyse, l'éditorialiste mentionnait quand même les acquis qui avaient pu être obtenus. Pour résumer, en fait, on va dire dans le verre à moitié vide, la difficulté du Royaume-Uni, c'est qu'ils avaient fixé, ils avaient fait de l'accord de Paris un peu un jalon que le Royaume-Uni aussi aurait voulu atteindre avec cette COP. Or, on n'est pas dans le même registre non plus, et ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est un échec pour la Global Britain? Pas nécessairement, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement la diplomatie du Royaume-Uni qui est mise en cause dans les difficultés qui ont pu être rencontrées. Joël l'a dit à plusieurs reprises, on demande à 120 pays de se mettre autour d'une table, les COP. Voilà, on le mérite d'exister, mais arriver à des objectifs contraignants dans une logique de consensus, c'est quand même extrêmement difficile. En revanche, c'était quand même une occasion unique pour Boris Johnson, un peu moins d'un an après le Brexit, d'asseoir sa diplomatie, d'asseoir sa nouvelle diplomatie. Il avait, dans cette première année qui a suivi le Brexit, il avait 2 occasions de le faire. Le G7, que préside le Royaume-Uni cette année, et la COP. Donc, c'était vraiment les 2 jalons importants dans l'année. Et malheureusement, ces 2 occasions ont un peu été manquées. C'était des moments où le pays pouvait tourner la page du Brexit, parce que l'image du pays à l'international a quand même été écornée par le vote de 2016, par ces discussions incessantes où voilà, on a eu l'impression en Europe qu'on n'allait jamais sortir, que le pays prenait un peu en otage l'Europe. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir tourner cette page. Et malheureusement, dans les 2 occasions, le pays a été rattrapé par des questions de politique européenne, notamment par la question du protocole nord-irlandais.
qui donc a été très présente au moment du G7, puisque c'était l'époque où on parlait de la guerre de la saucisse. Et puis, alors, pour la COP, c'était la guerre du poisson. Donc, la pêche avec la France, les discussions sur l'article 16. Donc, bon, j'imagine qu'ici, vous êtes un peu tous au fait de ces discussions sur le protocole en Irlande du Nord. Mais pour résumer, c'est le principe selon lequel, pour éviter d'introduire une frontière terrestre sur l'île d'Irlande, le Royaume-Uni avait donné son accord pour instaurer des contrôles douaniers en mer d'Irlande, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, de façon à préserver l'intégrité du marché européen. Donc ça, c'est un engagement qui date de fin 2009 et que le Royaume-Uni a dénoncé. Donc les tensions avec l'Union européenne sont quand même encore très présentes. C'est quand même en début de COP que l'ambassadrice de France au Royaume-Uni a été convoquée par le gouvernement britannique. Donc ça, c'est quand même, il faut remonter très très loin pour trouver un précédent. Et ça a quand même pu peser sur l'effort diplomatique que voulait faire le pays à cette occasion. Oui. Et alors, plus largement, est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni va acquérir plus de puissance en tant qu'État indépendant de l'Union européenne, au-delà de ces premiers événements que vous avez mentionnés, le G7, la COP, il y a aussi eu le retrait d'Afghanistan qui n'était pas forcément de bon augure. Est-ce que le Royaume-Uni se sent confiant pour... Alors, après une petite année, mais c'est très court en matière de politique étrangère, vu de l'extérieur, c'est quand même difficile d'avoir confiance dans cette Global Britain. Donc, juste, je l'ai déjà un petit peu expliqué, mais donc c'est... cette Global Britain, c'est une sorte de slogan de Boris Johnson et qui veut, par une souveraineté retrouvée, redonner une meilleure place au Royaume-Uni sur la scène mondiale. C'est un petit peu teinté de nostalgie, en fait, de l'époque du Commonwealth où voilà, le Royaume-Uni était proche de ses anciennes colonies. Le monde a changé depuis le Commonwealth, donc déjà on se demande toujours si vraiment cette promesse va être tenue, et puis si aussi ce que le Royaume-Uni peut gagner en lien avec ces pays lointains peut compenser la perte de la qualité de la relation qu'elle avait avec l'Union européenne. Il y a un texte très intéressant qui a été publié donc, en mars dernier qui s'appelle la Integrated Review. Donc, c'est une revue intégrée de sécurité, de défense, de développement et politique étrangère, pour le citer en entier, et qui fixe la feuille de route de cette Global Britain. Alors, il est très intéressant parce qu'en fait, ça ne vous a pas échappé que le Brexit a quand même beaucoup bouleversé la place du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Ça a été un bouleversement total dans ces relations étrangères. Et donc, ce document, il donne les priorités du Royaume-Uni. Donc, c'est priorité à la zone Indo-Pacifique. La Russie est présentée comme une menace active. Vis-à-vis de la Chine est présentée comme un défi systémique, donc peut-être une position un peu plus nuancée que sur la Russie. Et il y a peu de choses sur l'Union européenne dans ce document. Finalement, le partenaire qui est le plus cité dans ce document, c'est la France, de par les liens sur la politique de sécurité. Donc ça, c'est un peu la façon dont le Royaume-Uni voit sa politique étrangère après le Brexit. Alors, j'ai envie de reprendre le titre du Times parce qu'une fois que j'ai dit ça, on a envie de se demander est-ce que la Global Britain est un flop. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 an, c'est court. Et puis, il y a eu quand même quelques acquis pendant cette année, quelques points que Boris Johnson a pu mettre à son actif
en termes de politique intérieure. Donc, tout d'abord, la campagne de vaccination qui a été un succès, puisque le Royaume-Uni, en fait, avait beaucoup anticipé, dans sa réponse au Covid, avait beaucoup anticipé la question de la vaccination et donc avait pu signer des contrats avec des laboratoires bien en amont par rapport à l'Union européenne, où cette question, en fait, en étant mutualisée au niveau européen, avait pris un peu de retard. Donc, les doses sont arrivées plus vite. Il y a eu un partenariat privilégié avec AstraZeneca. Et puis, sur le terrain, le déploiement a été très efficace. Et ça, Boris Johnson en a vraiment gagné, en a vraiment tiré parti vis-à-vis de son électorat, parce qu'on voit très clairement que la courbe des sondages, donc, qui a totalement dégringolé au début de la pandémie, a dû toucher son plus bas en septembre 2020, quand le risque qu'il n'y ait pas d'accord commercial avec l'Union européenne était le plus important. Et puis, elle a sensiblement remonté au printemps 2020, au moment de cette campagne de vaccination. Et c'est même un moment où on voit dans les sondages que la population était plus en faveur du Brexit. Donc ça, c'est assez intéressant parce que le débat divise toujours. On est toujours, voilà, les partisans et les détracteurs sont toujours un peu au même niveau, mais c'est un moment où vraiment l'opinion a été assez favorable au Brexit. Alors, ça a redescendu depuis, on pourra peut-être en reparler. Le deuxième succès, bien sûr, c'est AUKUS. Parce que ça incarne exactement ce que le Royaume-Uni veut faire avec son Brexit. C'est probablement un accord que le Royaume-Uni n'aurait pas fait s'ils avaient été encore en partie prenante de l'Union européenne, parce que finalement, ils ont pris leur distance avec l'Union européenne, ils ont pris leur distance avec la France assez clairement. Donc, participer à une telle alliance dans laquelle, voilà, qui serait aussi désavantageuse pour la France, il ne l'aurait probablement pas fait en étant membre de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, c'est un rapprochement avec l'Australie, avec les États-Unis, dans une alliance qui jouera un rôle dans la zone Indo-Pacifique. Donc, c'est vraiment le modèle de ce que veut faire le Royaume-Uni. Et ensuite, il y a un domaine où le bilan est plus mitigé, c'est sur les accords commerciaux que le Royaume-Uni veut nouer. Donc, en fait, l'idée pour eux, c'est d'avoir plus de liberté dans leur politique commerciale. Et donc, il y a eu quand même alors, ils ont déjà pu répliquer la plupart des accords commerciaux qu'ils avaient avec l'Union européenne, donc répliquer les mêmes conditions. Et ils ont signé un nouvel accord commercial avec l'Australie, et qui est légèrement plus avantageux, enfin différent en fait, voilà, qui apporte vraiment une pierre nouvelle, alors que les autres accords est répliqué. Donc ça, c'est plutôt un apport, mais sur ce plan-là, le bilan est plus mitigé parce que l'accord commercial avec les États-Unis est dans les limbes. Et puis finalement, la question qui se pose derrière est toujours de savoir si, dans leurs négociations futures, les Britanniques seront vraiment favorisés par leur indépendance de l'Union européenne, parce qu'ils ne font plus partie de cet immense marché de consommateurs qui bien sûr intéresse beaucoup les Américains quand ils négocient un accord commercial. Sur les aspects plus négatifs de cette Global Britain, il y a bien sûr la sortie de l'Afghanistan, qui a été un moment extrêmement difficile pour la diplomatie de Boris Johnson. On a très nettement senti dans le discours de Dominic Raab qu'en fait les Britanniques pensaient pouvoir compter sur les Américains, qui en fait les ont totalement laissés tomber, et même en termes d'intelligence, de renseignement, voilà, on voit bien que les échanges d'informations n'ont pas correctement circulé. Ils ont été totalement pris de court par la sortie de l'Afghanistan. Et puis, si on prend des sujets de plus long terme, on sent quand même que la relation avec les États-Unis a été affectée par le Brexit, parce que voilà, la relation reste distante. Biden, on sent que le couple Biden-Boris Johnson ne fonctionne pas très bien.
et que surtout le Royaume-Uni n'est plus la tête de pont qui pouvait être pour les États-Unis vers l'Europe, en fait. C'est le rôle qu'avait joué Tony Blair, et puis à l'époque, voilà, et puis même tous les autres premiers ministres britanniques. En fait, le Royaume-Uni était un peu une porte d'entrée pour les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, et c'est plus le cas. Et là, ça ouvre une autre question qui est celle de la perte d'influence. La perte d'influence à l'échelle mondiale, et aussi la perte d'influence vis-à-vis de l'Europe. Et il y a un certain nombre de sujets où on commence à réaliser maintenant au Royaume-Uni que le pays a perdu en influence. C'est vrai sur la régulation financière que les Britanniques avaient beaucoup influencé. Et c'est vrai sur certains sujets, par exemple comme sur la crise migratoire. Ils appellent ce qu'ils appellent la crise des small boats, donc les bateaux qui traversent la Manche. Le Royaume-Uni est assez démuni parce que les accords en place à l'époque de l'Union européenne n'ont pas été remplacés. Et donc le règlement de Dublin, qui consiste à renvoyer les demandeurs d'asile dans le pays d'origine, ne s'applique pas. Et donc, ils doivent maintenant négocier des accords bilatéraux avec chacun des pays, mais tout ça est un peu dans l'impasse. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a un sujet qui nous occupe énormément, c'est celui du Brexit, et que vous suivez au quotidien. On ne peut pas s'empêcher d'en parler. Est-ce que vous pourriez revenir sur les points contentieux de ce sujet? Vous avez évoqué le protocole nord-irlandais, il y a aussi la pêche, il y a le risque de divergence réglementaire. Où est-ce qu'on en est? Et à votre avis, comment est-ce que va évoluer la relation avec l'Union européenne? Est-ce qu'on se dirige vers une renégociation dans 4 ou 5 ans, ou est-ce qu'on va avoir une négociation un petit peu en continu sur certains aspects de l'accord qui n'ont pas été traités? Alors, c'est difficile de se projeter à 4 ou 5 ans. Parce qu'en fait, on n'a toujours pas fini de négocier en fait, l'accord qui a été signé fin 2020. D'ici 4 ans, on ne sait pas encore si ce sera Boris Johnson. C'est très difficile de se projeter à cet horizon. Et puis, effectivement, l'accord de décembre 2020 n'est pas encore en place. Le protocole nord-irlandais, les Britanniques disent que ça ne fonctionne pas, donc là-dessus, il y a une renégociation. Et puis, les contrôles douaniers qui devaient être mis en place. Donc, le principe de l'accord, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane. L'accord a préservé le Royaume-Uni de l'instauration de droits de douane. En revanche, il y a bien des contrôles douaniers. L'Union européenne a mis en place ces contrôles pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne. En revanche, le Royaume-Uni n'a pas encore mis en place tous les contrôles. Certains contrôles ont déjà lieu, mais par exemple, les contrôles phytosanitaires dans l'agroalimentaire ne sont pas encore en place. Ils devaient être mis en place cette année, ils ont été reportés plusieurs fois. Il y a une autre règle qui n'est pas encore en place de l'accord qui s'appelle la règle d'origine. Pour ne pas avoir à payer de droits de douane, les producteurs britanniques vont devoir prouver que leur produit est fabriqué à plus de 50% sur le sol britannique. Ça implique un certain nombre de formalités pour les entreprises sur place. Et l'échéance est au 1er janvier. On dit déjà que les entreprises ne sont pas prêtes. Donc, au 1er janvier 2022, on dit déjà que les entreprises ne sont pas prêtes. Donc, c'est probable que ce soit encore reporté. Donc, c'est encore un peu tôt pour envisager une renégociation. Pour ce qui est de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, elle est quand même très dégradée en ce moment, alors particulièrement avec la France, mais il y a eu quand même plusieurs crises importantes. Sur la campagne de vaccination, les discussions ont été extrêmement tendues cet hiver. Les déclarations de la Commission demandant d'invoquer l'article 16 pour les livraisons en Irlande du Nord, ça s'était extrêmement mal perçu au Royaume-Uni. Ensuite, on a eu la renégociation du protocole nord-irlandais qui, là, a de nouveau été mal perçu vis-à-vis du côté de la Commission européenne parce que c'était la remise en cause d'un engagement international. Donc, la relation est compliquée. Ça dépendra aussi beaucoup
de la façon dont, je pense, dont l'Allemagne va se positionner. On a senti quand même cette année qu'Angela Merkel avait un positionnement un petit peu différent de celui d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai le sentiment que l'Allemagne a plus fait le deuil du Brexit, voulant passer à autre chose. Et donc, ça dépend quel rôle joue l'Allemagne dans ces discussions. Mais le fait que la relation soit aussi détériorée avec la France, ça va compliquer quand même les choses. Et on sait que la France a une position assez dure vis-à-vis du Royaume-Uni dans les négociations européennes. Par exemple, là, sur ce qui se joue sur le protocole nord-irlandais, ils sont perçus comme faisant partie des pays les plus intransigeants. Mmh. Et est-ce que cet état de tension avec l'Union européenne est quelque chose que le Premier ministre britannique peut utiliser comme un point positif en politique intérieure? Exactement. En fait, d'ailleurs, on le soupçonne d'alimenter lui-même, en fait, la confrontation, parce qu'il gagne des points. Il gagne des points en politique intérieure quand il fait ça. Alors, c'est peut-être court-termiste, parce qu'au global, au final, le Royaume-Uni aura quand même besoin d'avoir une relation apaisée, une relation normalisée avec son voisin. Mais il se base sur un électorat qui était quand même déjà à la base très europhobe. Et lui, il joue cette confrontation avec l'Union européenne. On sent même qu'il pousse en fait il pousse ses partenaires européens à l'erreur par la provocation. Il y avait eu un épisode pendant le G7 où les Britanniques avaient fait fuiter l'échange avec Boris Johnson et Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron aurait dit à propos, parce que Boris Johnson lui disait « mais vous comprenez, c'est comme si on vous empêchait de faire circuler vos saucisses entre Paris et Toulouse ». Et Emmanuel Macron lui aurait dit « mais c'est pas du tout la même chose ». Et en fait, ces déclarations, elles ont été retranscrites d'une manière en fait que Emmanuel Macron aurait sous-entendu que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ne forment pas le même pays. Et c'est comme ça que c'était retranscrit dans la presse. Et donc évidemment, ça pousse la France à être encore plus, ça pousse la France à la confrontation. Et on a presque parfois l'impression que c'est un piège en fait qui tend au chef d'État européen. Oui, et pour ça, il est très habile, mais il l'avait déjà démontré auparavant au cours des négociations. Et alors, au plan économique, est-ce que j'imagine qu'il est difficile de dire si le Brexit a eu vraiment un effet très négatif, puisque très, très vite est arrivée la crise du Covid. Est-ce qu'on continue à parler des effets économiques du Brexit au Royaume-Uni? Alors, effectivement, c'est très difficile de dissocier les deux. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on parle des pénuries au Royaume-Uni, certains les détracteurs du Brexit vont dire c'est le Brexit et ses partisans vont dire mais pas du tout, c'est le Covid. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses. Le choc du Covid a été extrêmement violent pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire que la chute de départ du PIB a été très, très forte. Le pays remonte la pente, mais par exemple pas aussi vite que la France, moins vite que les États-Unis. Le Royaume-Uni est quand même assez loin encore de son PIB d'avant Covid, alors qu'au printemps, les prévisions étaient assez optimistes, justement parce que le pays ayant vacciné rapidement aurait pu sortir plus vite des difficultés économiques et lever toutes les restrictions. Donc déjà, il y a deux choses. Les restrictions, elles ont été levées assez progressivement au Royaume-Uni, c'est-à-dire que même si on était en avance sur la campagne de vaccination, on a vécu à peu près avec le même niveau de restrictions jusqu'au mois de juillet. Et puis au mois de juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été levé d'un coup. Et paradoxalement, ce qu'on voit dans les derniers chiffres du PIB, c'est que ça n'a pas nécessairement favorisé l'économie parce que le nombre de cas élevés a pu un peu peser sur la consommation. Sur le Brexit, sur les conséquences du Brexit, il y a deux choses importantes à avoir en tête. Alors déjà, c'est les pénuries. Les pénuries de main-d'œuvre qui sont très importantes. Alors, elles existent partout, mais là, très clairement, le Brexit a privé le Royaume-Uni d'une main-d'œuvre européenne qui n'est pas revenue, en fait, qui est partie
pendant le Covid et qui n'a pas pu revenir à cause des nouvelles règles sur les visas. Donc là encore, les deux sont liés parce que est-ce que les gens sont partis à cause du Brexit? Est-ce que les gens sont partis à cause du Covid? Vous avez même des économistes qui ont inventé le terme Brovid, en fait, pour dire que c'est un mélange du Covid et du Brexit. Et puis, l'autre élément important sur lequel on commence à avoir un petit peu de recul, c'est l'impact sur les exportations. Il a été massif au premier trimestre. Il y a un rattrapage, mais pas total. La balance commerciale, là même encore au troisième trimestre, était pas très favorable. Et vous avez en permanence des témoignages d'entreprises, de fédérations qui disent que les formalités pour exporter vers l'Union européenne sont trop complexes. Des sondages de fédérations où vous avez un quart des membres qui expliquent que moi j'ai arrêté d'exporter dans l'Union européenne parce que ça me coûtait trop cher. Ça, c'est quand même assez inquiétant sur le long terme. Alors, Boris Johnson a dit au début, mais ce sont des problèmes de poussée dentaire. Donc, en gros, c'est des problèmes de mise en route. C'est vrai que les difficultés sont un peu atténuées dans le courant de l'année, mais elles semblent quand même peser assez lourdement à long terme. Mmh. Oui, on l'imagine bien. Et sur l'opinion publique, comment est-ce qu'elle a évolué sur la question du Brexit? Est-ce que vous voyez que les gens changent un petit peu d'avis ou pas du tout? Non, alors moi, je trouve l'opinion toujours très ancrée sur les mêmes positions. Quand j'ai été à la conférence du Parti conservateur à Manchester début octobre, donc là j'ai pu échanger avec des militants conservateurs, mais pour eux les pénuries c'était mais non, mais regardez, vous avez la même chose en Europe, mais non, c'est le Covid, c'est le redémarrage de l'économie mondiale après la pandémie. Donc de toute façon on pourra toujours trouver des raisons de part et d'autre. Et puis chez les gens qui étaient favorables un maintien de l'Union européenne. Alors, il y a une forme de renoncement, en fait. Je pense que le débat a dû être très, très vif après le référendum. Là, il y a une forme de... Bon, ils ont un peu abandonné les choses. Peut-être qu'un jour, on verra l'opinion évoluer. Sur l'idée d'un Brexit qui soit plus soutenable pour le Royaume-Uni, parce que mine de rien, là, le Brexit qui a eu lieu, c'est quand même un hard Brexit, même s'il y a eu un accord commercial. Il y avait vraiment une volonté de dire on veut bénéficier économiquement de notre divergence réglementaire. Et donc, l'impact sur nos relations commerciales avec l'Union européenne, c'est le prix à payer pour ça. Il y aura peut-être une autre voie qui pourra se dessiner. Le Parti travailliste est très, très prudent sur cette question. Mais pour l'instant, le débat ne me paraît pas encore mûr, en fait. Et alors, justement, le Parti travailliste, il a un nouveau leader depuis ça doit faire quoi maintenant, 18 mois, Keir Starmer. Est-ce qu'on en a dit du bien? Est-ce que d'après vous, il arrive à ressouder les militants, à être à nouveau attractif auprès des électeurs? Alors, ressouder, pas encore, parce qu'on sent que les cicatrices de l'époque Corbyn ne sont pas encore complètement remises. Il a été en difficulté à plusieurs reprises parce que c'est quelqu'un qui pêche un peu par son manque de charisme. Il a eu aussi c'était quand même extrêmement compliqué de prendre un parti en début de pandémie. Parce que la première fois qu'il s'est adressé physiquement en personne à ses militants, c'était là en septembre 2021, donc un mois après avoir pris ses fonctions. Donc ça a pu aussi entraver un peu sa progression. Il est en train d'amorcer un virage idéologique assez important, donc en mettant fin à l'ère Corbyn, qui avait un programme extrêmement à gauche et qui pouvait faire peur, et d'ailleurs qui a fait peur à certains électeurs travaillistes aux législatives de 2019, parce que c'était on nationalise on nationalise les groupes énergétiques. Il y avait certaines mesures très très marquées. Lui, il tourne cette page-là. Il est plus économiquement sur une ligne sociale libérale. Qui peut effectivement, il peut en tirer parti en étant moins radical dans sa position.
il peut en tirer parti dans l'opinion. Ce n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'on voit qu'il n'engrange pas encore complètement les bénéfices des déboires de Boris Johnson, qui à l'heure actuelle est quand même dans une passe politique très compliquée parce qu'il est éclaboussé par une affaire de corruption dans le Parti conservateur. Il a fait il a fait un discours qui a été très décrié en début de semaine au patronat. Il a failli être mis en échec sur un vote sur une réforme de l'assurance santé. Il est dans une passe très difficile. Pour la première fois, la courbe des conservateurs et des travaillistes dans les intentions de vote vient de se croiser, mais très légèrement. Et vu les problèmes politiques dans lesquels Boris Johnson est embourbé, on se demande pourquoi est-ce que ça n'arrive que maintenant. Et puis, on dit aussi que Keir Starmer n'est pas assez offensif, qu'il ne joue pas le jeu politicien. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire par son manque de charisme. Oui. Ça lui est reproché en interne. Et puis, là, on a vu aussi à la conférence du Parti travailliste en septembre, l'aile corbyniste du parti n'a pas encore complètement abandonné le combat. Donc, il y a eu quand même dans son discours plusieurs huées, des soubresauts qui ont pu l'affecter aussi. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se tourner vers notre auditoire pour recueillir certaines questions. Il y en a déjà une qui a été posée, je crois, pour Joël, à propos de la définition de nouvelles normes de reporting financier qui intégreraient l'impact environnemental des sociétés. Je crois qu'il y a un texte au niveau européen qui a été déposé là-dessus, non ? En ce qui concerne la COP, je ne vois pas les progrès. En fait, il y a une enceinte maintenant qui existe, qui a été créée au moment de la COP 21 en 2015. Et on appelle ça le TCFD, le groupe de travail sur les informations financières, qui, lui, régit, fait avancer justement ce dont parle Bernard. C'est l'enceinte dédiée à ce type de questions, s'agissant de l'impact environnemental des entreprises, des grands groupes notamment. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur les engagements du secteur privé, notamment financier ? Il y a quand même eu beaucoup de pledges, enfin de promesses qui ont été faites. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein. Honnêtement, j'en ai plus. J'ai connu des périodes plus fastes concernant les entreprises. Là, il n'y a pas eu de grands. Je peux me tromper, hein, mais je n'ai pas eu le sentiment que les entreprises, elles ne sont pas moins mobilisées, mais elles n'ont pas fait d'annonces fracassantes comme on a pu en entendre dans les COP précédentes. En tout cas, la COP qui fait vraiment référence pour les entreprises, c'est celle de Paris. Hein. Là, il y a eu vraiment beaucoup d'engagements. On a vu notamment les entreprises et les collectivités s'engager comme elles ne l'avaient jamais fait. Et surtout, elles n'ont pas voix au chapitre. Hein. Elles ne sont qu'observatrices, en tout cas leurs organisations ne sont qu'observatrices. Elles ne participent pas aux négociations, elles observent. Et puis surtout, ce qui s'est passé à la COP 26, c'est qu'il y avait souvent, dans les COP, traditionnellement, en dehors de la zone bleue, la zone des Nations Unies, où il y a les délégations des États, où ça négocie, autour de la COP, de la zone bleue des Nations Unies, il y a des espaces dédiés aux entreprises. Et là, cette fois-ci, il n'y en avait pas. Je pense que c'est à cause des contraintes liées au Covid. Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué quand même pour évoluer dans les différents espaces de cette COP. Il y a une question sur les climato-sceptiques. On les entend encore quelquefois. Est-ce que vous leur accordez le moindre crédit l'un et l'autre encore ? Je crois que c'est derrière nous quand même. Hein. C'est complètement. Il y en a toujours. Moi, j'ai toujours des courriers sur ces questions, des gens qui. Mais bon, c'est devenu insignifiant, quoi. C'est tellement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les arguments sont. Il n'y a pas d'argument plausible. C'est vraiment. Les climato-sceptiques, pour moi, ça n'existe quasiment plus, quoi. C'est réglé, entre guillemets. Il faut passer à autre chose, là. Il faut voir le problème en face, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, on peut l'espérer. Je vois qu'il y a aussi une question sur les ports francs en Angleterre. Je crois qu'il y en a un qui a été créé à Teesside. Est-ce que ça,
c'est quelque chose qui a vocation à se développer? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut aider l'économie britannique à se relever de la crise du Covid et du Brexit, Ingrid? Oui, alors moi j'ai écrit un long article justement sur Teesside, qui est le premier port franc à se lancer au Royaume-Uni. Il y en aura probablement une dizaine à terme. Alors ça, je parlais de la Global Britain, c'est pareil, c'est l'archétype de ce que veut faire le Royaume-Uni, c'est-à-dire non, le Brexit, c'est pas un repli sur soi, c'est on s'ouvre sur le monde. Le principe du port franc, c'est que c'est des avantages en termes de droits de douane, de TVA, des avantages fiscaux, des aides à l'innovation qui bénéficieront à une zone en particulier. C'est intéressant, c'est à suivre. Mais est-ce que ça peut contrebalancer les effets négatifs du Brexit? C'est quand même, on peut quand même en douter. Ça peut attirer des investissements, mais toujours dans ces politiques-là, la question c'est de savoir est-ce qu'on déplace des investissements ou des emplois qui auraient pu être créés ailleurs? Donc, est-ce que c'est vraiment une création nette d'emplois ou est-ce qu'on les déplace? Et puis, alors c'est vraiment présenté par Boris Johnson comme quelque chose, une politique désormais possible après le Brexit, mais des ports francs, on pouvait en créer dans l'Union européenne. Alors maintenant, le Royaume-Uni aura plus de liberté dans les avantages fiscaux qu'ils peuvent accorder, mais cette liberté, elle sera quand même contenue par le fait que le Royaume-Uni a signé l'accord commercial. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, il n'est plus soumis aux mêmes règles en matière d'aide d'État que les pays de l'Union européenne. En revanche, l'accord commercial, comme le Royaume-Uni a signé cet accord qui lui garantit le fait de ne pas avoir de droits de douane avec l'Union européenne, il s'engage quand même à un certain alignement. Et si l'Union européenne juge que le Royaume-Uni va trop loin dans les aides d'État, par exemple, il peut y avoir des mesures de rétorsion. Donc, c'est une liberté retrouvée, mais tout de même limitée par cet engagement dans le cadre de l'accord commercial. D'accord. Alors justement, il y a aussi une question sur les accords commerciaux. On a parlé de la perspective d'avoir des accords commerciaux avec l'Inde et la Chine. Est-ce que ça, c'est en discussion actuellement? Est-ce que le gouvernement britannique fait des choses là-dessus? Alors, les plus avancés, c'est celui avec la Nouvelle-Zélande, qui est sur le point d'aboutir. L'Inde et la Chine, on en parle moins. Celui sur lequel mise beaucoup Boris Johnson, c'est un accord avec les États-Unis. Mais là, dans la perspective, c'est éloigné et il aurait aimé revenir avec une bonne nouvelle de New York sur ce sujet en septembre. Mais malheureusement, au contraire, la perspective semble plutôt s'éloigner parce que ce n'est pas du tout une priorité pour Joe Biden. Oui, on comprend bien, d'ailleurs. Et sur la City, est-ce que la City a vocation à se déréguler de plus en plus? Est-ce que ça pourra compter pour... C'est très intéressant parce que vu d'Europe, on a toujours l'impression que le Royaume-Uni va profiter du Brexit pour faire un grand Big Bang réglementaire. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas une demande très forte des entreprises de la City. Pourquoi? Parce qu'en termes de crédibilité et même de... Voilà, la City a besoin d'une régulation financière quand même minimale pour que, enfin pas minimale, mais même assez importante pour que les entreprises puissent avoir confiance, les banques avoir confiance et continuer d'opérer dans la City. Donc du côté du secteur financier, il n'y a pas de demande d'un grand Big Bang réglementaire. Ce n'est pas comme les années 80. En revanche, le Royaume-Uni a profité du Brexit pour lancer plusieurs consultations et essayer de toiletter sa réglementation. Donc, ce seraient des évolutions à la marge qui peuvent jouer, mais ils ont lancé une consultation sur les introductions en bourse, sur les fintech, sur une directive très importante, MiFID II, en fait, qui est la directive adoptée dans la foulée de la crise financière, d'ailleurs dans lesquelles les Britanniques avaient joué un rôle important. Lors des négociations, en fait, ils étaient eux-mêmes un peu artisans de ces régulations. Et là, il y a une consultation sur ce sujet-là pour voir si on peut faire évoluer certaines règles, mais on parle vraiment de curseur. On ne parle pas d'un grand Big Bang. Et sur le marché du travail, est-ce qu'il va y avoir aussi une tendance à la déréglementation?
Alors là, c'est pareil. À un moment, on parlait de faire sauter la semaine de 50 heures, mais on n'en parle pas énormément. Et Boris Johnson est vraiment dans un discours de défendre les travailleurs. D'ailleurs, dans son discours sur les pénuries ou sur les questions d'immigration, quand il a été sous pression pour augmenter le nombre de visas accordés, en gros, il voulait un peu créer une sorte de pénurie de travailleurs pour que les salaires des travailleurs les moins qualifiés puissent augmenter. En fait, son discours étant de dire l'immigration européenne pendant des années a mis sous pression les salaires des travailleurs les moins qualifiés, dans les livreurs, la restauration, etc. Donc maintenant, ces gens doivent être payés mieux. Donc il y a un souci quand même on va dire des travailleurs modestes qui fait que je vois mal une vaste déréglementation du marché du travail. Et en fait, il a plutôt envie de faire des politiques plus sociales, Boris Johnson. C'est un peu contradictoire. On n'avait pas cette habitude-là vis-à-vis des conservateurs, mais il y a un tournant idéologique. Alors, je dis un tournant idéologique, peut-être que c'est uniquement incarné par la personne de Boris Johnson et il ne sera pas suivi par le reste du Parti conservateur, mais en tout cas, pour lui, c'est assez important. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pouvez prendre vos micros, les ouvrir librement. Non, je n'ai pas l'impression. Alors, je vais poser une autre question et puis après, on va peut-être clôturer sur justement l'agenda du leveling up, l'idée de réduire les inégalités territoriales en Grande-Bretagne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se met en route au-delà des ports francs, d'après vous, Ingrid? On a vu quelques progrès assez concrets. On parle beaucoup, alors c'est peut-être pas des mesures très massives, mais beaucoup de d'évolution, enfin de confier davantage de pouvoir aux maires. Il y a plusieurs fonds publics qui ont été créés pour revitaliser les centres-villes. Après, l'agenda du leveling up a quand même pris un coup la semaine dernière parce que Boris Johnson a annoncé que la ligne à grande vitesse qui devait aller jusqu'à Leeds ne se fera pas. Alors, il a remplacé ça par un plan de modernisation des chemins de fer dans le nord de l'Angleterre, ce qui est peut-être plus judicieux, hein, parce que cette ligne à grande vitesse, elle aurait vu le jour on ne sait quand, coûter on ne sait combien, et le risque, c'est que ça fasse descendre les travailleurs du nord de l'Angleterre qui viennent juste travailler à Londres sans que ça n'apporte finalement des emplois dans ces zones-là, mais le symbole politique reste fort et les élus du Nord lui en tiendront rigueur d'avoir revu ce chantier. Ça, Boris Johnson va le payer politiquement. Et oui, parce qu'il a été élu beaucoup sur cette promesse, tout à fait. Il était initialement travailliste, et on sent d'ailleurs bien que le Parti conservateur est tiraillé entre des tendances qui sont très contradictoires en tout cas très différentes en termes de sociologie et aussi d'attente sur les politiques publiques. Est-ce que vous êtes confiante sur la capacité de Boris Johnson à tout tenir ensemble au niveau du parti? Alors, Boris Johnson, il est très fort pour faire des promesses, pour entraîner son électorat, son parti. C'est quelqu'un qui dégage un optimisme parfois étonnant, même quand il est au cœur d'une crise, il est capable de dire mais si ce Brexit, ça va marcher, on va y arriver, c'est vraiment sa force. Sa faiblesse, c'est qu'après, quand on fait le compte, les promesses ne sont pas là parce qu'elles sont tellement excessives qu'elles sont difficiles à tenir. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé sur la pêche. La campagne du Brexit s'est beaucoup jouée sur cette question-là. Il avait promis aux pêcheurs de retrouver la souveraineté sur les eaux territoriales. Et au final, les pêcheurs ont été lâchés dans la dernière ligne droite des négociations sur le Brexit et puis se retrouvent juste à gagner quelques pourcentages de quotas par rapport à ce qu'ils avaient jusqu'à présent. La promesse de leveling up, c'est compliqué de dire si elle aura été tenue ou pas, parce que comme c'est une notion très floue,
on n'a jamais dit quels seraient les critères de réussite. Et donc, à la fin, est-ce que ça a fonctionné, ou pas? En revanche, les élus locaux pourront probablement, s'il y a quelques exemples concrets de cette politique en termes d'infrastructure ou en termes d'emploi, si vraiment les élus locaux peuvent montrer, les élus sur place, donc peuvent montrer qu'il y a quelques gains concrets, ça peut fonctionner vis-à-vis de l'opinion. Je vous donne un exemple. Donc, je parlais de Teesside, donc cette région du nord de l'Angleterre où il y aura le premier port franc. Le maire de Teesside s'est battu pour maintenir ouvert l'aéroport de Teesside, et maintenant vous avez des liaisons quotidiennes pour Londres. Et ça, c'est donc aux dernières municipales en mai, il a été réélu avec un score écrassant. On voit quand même que quelques acquis, quelques gains concrets comme ça peuvent aider. Peuvent nourrir, en fait, montrer aux électeurs qu'il y a des résultats. Donc, si Boris Johnson veut dire que cette politique de leveling up a fonctionné, il faut qu'il puisse avoir à son tableau, à son bilan, quelques mesures concrètes qui se voient vraiment pour les électeurs. Pour les électeurs, d'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces analyses très, très complètes. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Je voudrais inciter nos membres à nous faire signe si jamais ils ont des idées d'événements ou de portraits de nos anciens qu'on pourrait mettre en avant pour notre magazine. Et je voudrais bien sûr remercier chaleureusement encore Joël et Ingrid d'avoir participé à cet événement. Merci beaucoup. Merci à vous pour merci également. Merci Joël. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.